avec 3 appartements, on devient rentier, on est libre financièrement. C'est un peu le Graal pour certains. Oui, c'est une idée qui circule pas mal. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment jouable? On va essayer de décortiquer ça aujourd'hui. Exactement. L'idée, c'est de voir ce que ça veut dire concrètement être rentier. Et si 3 biens immobiliers, ça suffit vraiment pour y arriver, on va regarder des chiffres, des exemples. Ok, super. Alors, pour commencer, la base. Être rentier, ça signifie quoi exactement dans ce contexte immobilier? Alors pour faire simple, être rentier, c'est pouvoir vivre uniquement de ses revenus passifs, typiquement les loyers. D'accord. Il faut que ces loyers couvrent toutes les dépenses de la vie courante. Par exemple, si on a besoin, disons, de 1 500 € net par mois pour vivre, Mhm. il faudrait viser des loyers bruts qui tournent plutôt autour de 1 800 €, voire 2 000 €. Pourquoi? Pour pouvoir absorber les charges, les impôts et aussi les imprévus comme un mois sans locataire par exemple. Et donc cette fameuse règle des 3 appartements, elle est censée nous amener là. C'est là où souvent ça coince un peu. Prenons un exemple simple. 3 appartements, achetés 5 000 € chacun. Ok. Ils pourraient, allez, on va dire, générer 1 650 € de loyer brut par mois. C'est pas mal sur le papier. Oui. Sauf que derrière, il faut déduire pas mal de choses. Les charges de copro, la taxe foncière qui augmente souvent, l'impôt sur le revenu bien sûr, les assurances, peut-être des frais de gestion si on délègue. Les petites réparations, la vacance. Voilà, et une provision pour la vacance locative ou les gros travaux. Et quand on fait le calcul, on arrive plus souvent autour de 1 000 € net par mois, peut-être un peu plus, un peu moins, mais dans cette zone-là. Ah oui, 1 000 € net. Bon, c'est un bon complément de revenu, c'est sûr, mais ça remplace pas un salaire pour la plupart des gens. On est loin des 1 500 € de notre exemple. C'est exactement ça. Et il y a autre chose, le cash flow au début. C'est-à-dire ce qui reste vraiment dans la poche après avoir payé le crédit immobilier. Oui. Eh bien, ce cash flow, il peut être très très faible, voire carrément négatif les premières années, surtout si on n'a pas optimisé l'achat. Genre, on achète un peu cher, le loyer couvre à peine la mensualité. Voilà, imagine un bien à 110 000 €, un crédit de 500 € par mois. Si le loyer est à 550 €, il reste 50 € brut. Mais avant impôts, avant charges non récupérables, avant tout le reste, Donc, en net-net, on peut même perdre de l'argent chaque mois au début. ça arrive très souvent si on ne fait pas attention. L'équilibre est vraiment précaire au lancement. D'accord, donc si l'objectif c'est quand même d'en vivre un jour, ou au moins d'avoir un vrai revenu passif significatif, c'est quoi les clés? Comment on fait pour améliorer l'équation? Il faut viser une rentabilité beaucoup plus haute, non? Tout à fait. L'objectif, c'est de viser une rentabilité nette, c'est-à-dire après toutes les charges sauf les impôts, d'au moins 4%, voire 5 ou 6%. C'est un minimum pour commencer à être intéressant. Et comment on atteint ça? Il y a plusieurs leviers. D'abord, négocier le prix d'achat, c'est la base. Acheter en dessous du marché. Ensuite, bien choisir la zone, évidemment. Une zone où ça se loue bien. Et puis, et ça c'est crucial, optimiser le mode de location. Ah, tu penses à quoi? Meublé? Location saisonnière? Exactement. La location meublée, surtout sous le régime LMNP en France, ou même la colocation, ça génère généralement des revenus bien supérieurs à la location nue classique. Et surtout, la fiscalité est beaucoup plus douce. Alors ça, la fiscalité, j'ai l'impression que c'est vraiment le point sensible. Les exemples qu'on a vus le montrent bien, non? Léa, Boris? C'est probablement le facteur le plus déterminant, en tout cas en France. Le LMNP, donc location meublée non professionnelle, si on choisit le régime réel. Oui? Ça permet d'amortir la valeur du bien et des meubles. C'est un avantage comptable énorme. En gros, ça veut dire que pendant plusieurs années, parfois 5, 10 ans, voire plus, on ne paie quasiment pas d'impôt sur ses loyers. Bah oui, carrément. Oui, oui. C'est ce qui explique que Léa, avec sa location saisonnière en LMNP, arrive à sortir plus de 1 100 € de cash flow net chaque mois. C'est énorme. Et à l'inverse, Boris, lui, il est en location nue. Voilà. Boris en location nue, ses revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur le revenu, donc à sa tranche marginale d'imposition, qui peut être élevée, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Résultat, et son cash flow est très faible, autour de 150 euros. C'est pas du tout la même histoire. Et cette importance de la fiscalité, c'est pareil ailleurs. En Allemagne, par exemple, avec Rodrigue. Les systèmes sont différents, mais la fiscalité reste clé. En Allemagne, il y a aussi un système d'amortissement, l'Abschreibung, mais l'impôt sur le revenu est progressif, ça peut monter jusqu'à 45%. Et attention, si on revend avant 10 ans, il y a une taxe sur la plus-value. Donc la stratégie est souvent différente, plus axée sur le long terme. D'accord. Au-delà des chiffres, il y a aussi la gestion de tous les jours.
On dit souvent revenu passif, mais c'est pas si passif que ça, surtout au début, j'imagine. Ah non, loin de là, hein. Faut pas se leurrer. Trouver les bons locataires, gérer les petits pépins, les plus gros travaux, faire la paperasse, la compta, ça demande du temps, des compétences. On peut déléguer, mais ça a un coût. Bien sûr, on peut tout confier à une agence, mais ça va coûter entre 8 et 10% des loyers encaissés, en général. Ça pèse sur la rentabilité nette. Non, l'investissement immobilier, c'est d'abord un projet entrepreneurial avant de devenir peut-être un jour plus passif. Et comme toute entreprise, il y a des risques. On a vu Rodrigue qui a eu un locataire qui n'a pas payé pendant 7 mois, plus une réparation de toiture imprévue à 5 500 euros. Ça pique. Ce sont les aléas classiques, malheureusement. Les impayés à la vacance, entre deux locataires, les gros travaux qui tombent sans prévenir. Et il faut aussi penser au changement de règles. Oui, les normes énergétiques, le DPE, Se durcissent, ou les restrictions sur les locations type Airbnb qui peuvent toucher des gens comme Léa, sans oublier les charges et les impôts locaux comme la taxe foncière qui ont tendance à augmenter. Il faut absolument avoir une trésorerie de sécurité pour faire face. si on résume un peu les parcours qu'on a évoqués, Rodrigue en Allemagne, il arrive à un certain niveau, plus 500 euros de cash flow, une sorte de semi-liberté, mais avec pas mal de gestion et d'aléas. C'est ça. Léa en France, elle cartonne en cash flow, plus de 1100 euros grâce au LMNP saisonnier, mais c'est très prenant en temps et elle a un risque réglementaire sur le dos. Tout à fait. C'est très actif comme gestion. Et Boris, en location nue, il construit son patrimoine doucement, mais son cash flow est très faible, 150 euros, il reste dépendant de son salaire. Ces exemples montrent bien une chose. Le but, ce n'est pas vraiment d'avoir trois biens. Le vrai objectif, c'est d'atteindre un cash flow net mensuel qui soit suffisant pour couvrir ses propres dépenses. Le fameux chiffre dont on parlait au début, les 1500 euros ou plus. Exactement. Que ce soit 1200 euros, 1500 euros, 2000 euros, ça dépend du train de vie de chacun. Et pour y arriver, ça demande souvent du temps, 5 à 10 ans minimum, souvent plus. Il faut réinvestir, optimiser la fiscalité en permanence, parfois vendre un bien pour en acheter un autre plus rentable, peut-être renégocier ses crédits. C'est un vrai parcours. Donc pour conclure, devenir rentier avec juste 3 biens, c'est possible, mais c'est loin d'être la prognette de santé qu'on imagine parfois. Ça, une gestion rigoureuse, beaucoup de patience, et il faut être prêt à gérer le stress et les imprévus. C'est pas juste acheter 3 trucs et attendre que l'argent tombe. Non, clairement pas. C'est souvent une étape importante sur le chemin de l'indépendance financière, mais c'est rarement la destination finale atteinte juste avec ces trois premiers biens. La diversification vers d'autres actifs peut aussi être une bonne idée à terme. Le message important, finalement, c'est peut-être que l'immobilier locatif, ça demande un vrai engagement, surtout au début. C'est pas une solution miracle passive. C'est tout à fait ça. Et ça amène à une question plus fondamentale, je trouve. Au-delà des chiffres et des stratégies, quel niveau d'implication personnelle, en temps, en charge mentale, en stress, est-on réellement prêt à accepter pour atteindre ses objectifs via l'immobilier? Bonne question. Parce que la réponse influence directement le type de stratégie qu'on va choisir. Location nue tranquille mais peu rentable, meublé plus rentable mais plus de gestion, saisonnier très rentable mais très prenant, et aussi si on délègue ou pas. C'est ça qui détermine en grande partie les chances de succès et le vécu de l'investisseur.